Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire. Donc, je m'appelle Andréane Saint-Gelais, je suis coordonnatrice du projet Le Courage d'agir. Le Courage d'agir qui est une initiative pan-canadienne lancée il y a 2 ans qui vise à combattre et à prévenir la violence fondée sur le genre sur les campus postsecondaires au Canada. C'est une initiative qui s'appuie sur les recommandations d'un rapport qui a été rédigé par Possibility Seeds Consulting, rapport qui s'intitule « Le courage d'agir, élaborer un cadre national pour prévenir et contrer la violence fondée sur le genre dans les établissements d'enseignement postsecondaire ». C'est Le courage d'agir, la première collaboration pan-canadienne du genre qui réunit des experts, des expertes, des membres de partout au Canada pour mettre fin à la violence fondée sur le genre sur les campus. Une des caractéristiques clés du projet, c'est notre série de webinaires, des webinaires qui sont gratuits où est-ce qu'on invite des experts, des expertes à discuter de concepts clés et à partager des pratiques prometteuses pour mettre fin à la violence fondée sur le genre sur les campus. Donc, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite à nouveau la bienvenue à ce webinaire-ci qui s'intitule « Comprendre et contrer les multiples formes de violence à caractère sexuel vécues dans un contexte d'enseignement supérieur ». Donc, on peut changer de diapositive. Quelques éléments d'information avant de débuter le webinaire. Donc, on a la chance que notre série de webinaires soit soutenue par la SEUCC, donc l'Association des services aux étudiants des universités et collèges du Canada. Et le projet est également rendu possible grâce au soutien et au financement du ministère des Femmes et Égalité des genres et du gouvernement fédéral du Canada. Donc, avant de débuter, on trouve que c'est important de reconnaître que notre travail se déroule sur et à travers les territoires de nombreuses nations autochtones. On reconnaît que la violence fondée sur le genre est une forme de violence causée par la colonisation qui est utilisée pour marginaliser et déposséder les peuples autochtones de leurs terres et de leurs soins. Donc, notre travail dans tout ça vise à honorer cette vérité-là pendant qu'on s'efforce de décoloniser ce qu'on fait et de rendre justice aux femmes autochtones disparues et assassinées à travers le pays. Prochaine diapositive, une petite note sur le format. Donc, Mme Sandrine Ritchie, qui est notre conférencière aujourd'hui, prendra la parole pendant environ 45 minutes. Tout au long de la présentation, je vous invite à soumettre vos questions, vos commentaires dans la boîte de questions-réponses qui se trouve au bas de votre écran. On va prendre le temps d'animer une brève période de questions à la fin de la conférence, donc dans les 10 dernières minutes. À la fin du webinaire aussi, je vous le dis tout de suite, vous allez recevoir un lien vers un formulaire d'évaluation. On vous serait très reconnaissante de prendre quelques instants pour nous faire part de vos commentaires. Ça nous aide directement à améliorer le format des prochains webinaires. À noter que tous les commentaires qui vont être reçus vont être anonymes. Et après la séance d'aujourd'hui, vous allez aussi recevoir un lien vers l'enregistrement. Donc, vous pourrez réécouter le tout ou diffuser la conférence dans vos réseaux si jamais il y a des gens qui seraient intéressés à écouter ce qu'on partage avec vous aujourd'hui. Donc, notre conférencière d'aujourd'hui, Mme Sandrine Ritchie, est sociologue, spécialiste de la violence sexuelle dans différents contextes. Elle contribue actuellement aux travaux de la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur. Elle est aussi chargée de cours depuis 2009 à l'Université du Québec à Montréal. Elle a dernièrement suspendu ses activités d'enseignement en sociologie et en études féministes pour terminer la rédaction d'une thèse de doctorat portant sur la notion de culture du viol. Parmi ses plus récentes publications, on retrouve des multiples rapports et articles issus de l'enquête SIMI sur la violence sexuelle en milieu d'enseignement supérieur, dont elle est l'une des instigatrices et co-chercheuses. Mentionnons 2 articles parus en 2019, Tackling Rape Culture in Quebec Universities, A Network of Feminist Resistance, dans la revue Violence Against Women, et La culture du viol à l'université, enjeu pour la pratique enseignante, dans les actes du Symposium canadien sur la violence sexuelle dans les milieux d'enseignement supérieur. Prochaine diapositive. Donc, avant de céder la parole à Mme Ritchie, je vais prendre un moment ici pour vous inviter à prendre une profonde respiration parce que le travail de prévention, de lutte aux violences fondées sur le genre, c'est un travail qui est difficile. Donc, juste un petit rappel de faire attention à votre bien-être pendant que vous écoutez, que vous participez à ces conversations qui peuvent être difficiles. J'avais déposé dans le petit chat de conversation une liste de ressources que vous pouvez consulter si jamais là, le besoin de se sentir au cours de la conférence. Donc, c'est à vous, Mme Ritchie. Je vous laisse le plancher. Merci beaucoup. Merci aussi de l'invitation. Merci d'être là, les personnes que je ne vois pas. Alors, je vais essayer de suivre en même temps que vous. C'est une présentation qui a 2 principaux objectifs, de
favoriser des apprentissages donc, sur les multiples formes de violence à caractère sexuel vécues dans un contexte d'enseignement supérieur. Et les outils théoriques, certains d'entre eux, hein, parce qu'évidemment, on ne pourra pas faire le tour, mais qui seraient utiles pour contrer et d'abord comprendre ces violences avec une insistance sur les violences sexuelles qui se produisent de manière indirecte ou sans contact physique. Évidemment, plusieurs d'entre vous savez qu'il y a plusieurs façons de saisir, de comprendre et de contrer les violences sexuelles en milieu d'enseignement supérieur, mais l'approche féministe s'avère particulièrement utile. Elle a produit une masse d'outils pour comprendre et contrer cette violence sexuelle. Et donc, c'est l'approche qui m'apparaît la plus pertinente et qui, sur laquelle je m'appuie pour cette présentation. Juste pour mémoire et précision, le féminisme, ça n'est pas juste un mouvement social, c'est aussi un appareillage théorique vraiment diversifié et un ensemble de savoirs qui vise la transformation sociale. Et ça m'apparaît aussi important de souligner que ce sont des approches qui sont en phase avec ce qu'on appelle dans les milieux de prévention de la violence sexuelle et particulièrement en milieu universitaire ou d'enseignement supérieur, les approches centrées sur les victimes, sur les survivantes, hein, les sexual violence survivor oriented approaches. Alors, je ne discuterai pas aujourd'hui de manière exhaustive de chacun des contenus, de chacune des diapositives aussi que j'ai inclus dans ce diaporama. Et il y en a plusieurs que j'inclus à titre informatif ou de référence. Hein, vous pourrez éventuellement y revenir ultérieurement et incluant bien sûr à la période de questions à la fin de cette présentation. Donc, on va parler de définition, hein, donc dans la section définir, mesurer, catégoriser la violence sexuelle dans les milieux d'enseignement supérieur, aborder donc ces enjeux de terminologiques et définitionnels, et voir aussi à un niveau plus appliqué ce que les résultats de l'enquête ESIMU donnent à voir. Et ensuite, dans une deuxième partie, je vous propose d'élargir donc le cadre de compréhension avec les outils théoriques et notamment je défends finalement un cadrage sociopolitique du problème des violences sexuelles en milieu d'enseignement supérieur et je présente très brièvement le concept de culture du viol et celui de continuum de la violence sexuelle qui sont des concepts très utilisés depuis longtemps et actuellement dans le domaine. Je vais souvent dire simplement violence sexuelle, mais je vais utiliser aussi deux acronymes parfois où ils seront sur les diapos. Donc VSMES, vous aurez compris, c'est violence sexuelle dans les milieux d'enseignement supérieur et VSMU qui est violence sexuelle en milieu universitaire. Et c'est le contexte sur lequel je vais plus insister aujourd'hui. Pourquoi? Justement parce que j'ai fait partie de cette enquête ESIMU, enquête sexualité, sécurité, interaction en milieu universitaire, ce qu'en disent étudiants, enseignantes et employés. C'est ça l'acronyme ESIMU. Mais de ce que je précise quand même que de ce que j'ai vu des résultats de la recherche PIES qui ont été publiés très, très récemment, le mois dernier, par ma collègue Manon Bergeron. Donc, c'est ce que j'ai vu des résultats de cette enquête en milieu collégial, c'est que plusieurs des constats ou des outils que j'aborde aujourd'hui s'appliquent à la fois au milieu universitaire et au milieu collégial. Donc, PIES, c'est Projet intercollégial d'études sur le consentement, l'égalité et la sexualité. Donc, une nouvelle recherche qui a été conduite par mes collègues en milieu collégial au Québec par la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur qui est dirigée par Manon Bergeron.
Et j'associe Manon Bergeron et plusieurs de mes collègues au contenu que je présente aujourd'hui. Et je précise aussi qu'à la fin du diaporama, il y a la liste des références bibliographiques que je vais mentionner, mobiliser tout au long de cette présentation. Alors, quand on veut comprendre et contrer la violence sexuelle, et puis spécifiquement quand on fait de la recherche, comme c'est mon cas sur la violence sexuelle en milieu d'enseignement supérieur, il y a deux défis qui se présentent, qui concernent la qualification et la quantification de cette violence. Et il apparaît que le défi de la quantification des faits empiriques, des vécus, des expériences dont il est question, ce défi de la quantification, il recouvre le défi de la qualification, c'est-à-dire que mesurer, chiffrer, engage d'emblée un travail de définition et d'intelligibilité du problème à l'étude. Alors, autrement dit, pour se saisir d'un problème, pour le comprendre et pour le contrer, il faut le nommer, il faut le circonscrire. Alors, il y a un terme général qui est violence sexuelle ou violence à caractère sexuel. Et ça inclut ce qu'on entend communément par agression sexuelle ou même par viol, même si ça, c'est une catégorie qui a été retirée du Code criminel canadien, et c'est quand même un terme qui est encore employé. Et tout ça, ce terme violence sexuelle, ça recouvre un éventail beaucoup plus large de comportements et de situations qui sont en rapport avec la sexualité de l'agresseur ou de la victime. Alors, depuis les années 70, il y a des études qui ont révélé de manière exponentielle les conséquences néfastes sur la liberté, sur le sentiment de sécurité, de même que sur la santé mentale et physique des victimes, souvent des femmes, de ces agissements sexualisés qu'elles considéraient non désirés ou forcés et dont certains ne faisaient pas l'objet d'une criminalisation. Alors, il y a une pluralité d'approches définitionnelles de la violence sexuelle qui coexistent, avec des catégories qui peuvent ou non correspondre justement aux normes juridiques et aussi aux représentations du sens commun, hein, aux idées, parfois aux préjugés qu'on a sur ces situations-là. Un des enjeux définitionnels qui est ancien mais qui reste d'actualité, c'est justement non seulement de qualifier adéquatement les différents actes qui sont rattachés à la violence sexuelle, mais d'éviter aussi la déqualification que produisent des terminologies euphémisantes ou qui sont situées dans un registre moral. Alors, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai défendu l'argument que l'emploi du terme abus sexuel peut contribuer à euphémiser la violence sexuelle, à la minimiser. Ça, c'est dans un article qui apparaît, paru en 2000, un chapitre de livre, en fait, paru en 2017, et j'ai mis la référence à la fin. Donc, autant la multiplicité des formes de violence que la disparité des définitions, des terminologies, complique, en fait, passablement la production, la compilation des données statistiques à propos de la violence sexuelle et plus largement la prévention de ce fait social. Alors, évidemment, l'accent, on comprend bien, il est généralement placé sur la transgression du consentement sexuel d'une personne ou l'absence de consentement, dans les cas où elle est incapable de consentir. Mais toutes les formes de violence sexuelle ne comptent pas et ne se comptent pas de la même manière. C'est-à-dire que privilégier une définition plutôt qu'une autre va entraîner des variations qui sont parfois très importantes dans les résultats des recherches et dans le travail de preuve statistique qui concourt à la construction sociale des violences à caractère sexuel, hein, c'est-à-dire incluant leur mise à l'agenda politique, en fait. Alors, il s'agit d'une définition d'une terminologie dont les définitions, vous comprendrez bien, ne sont pas stabilisées, elles varient fortement selon les cadres de référence des acteurs qui les mobilisent. Et à part le monde académique, il y a une multitude d'acteurs qui s'engagent dans le travail définitionnel des violences sexuelles, incluant l'État,
et des institutions de diverses natures, comme les institutions d'enseignement supérieur, et le secteur communautaire, les milieux militants, particulièrement féministes. Mais les définitions légales et institutionnelles de la violence sexuelle méritent un examen attentif en raison du pouvoir qui est conféré par leur autorité, qu'elle soit scientifique ou politique. Par exemple, la loi 22.1, qui est en fait le cadre juridique des violences sexuelles en milieu d'enseignement supérieur, qui précise, cette loi votée en 2017, que la notion de violence à caractère sexuel s'entend de toute forme de violence commise par le biais de pratiques sexuelles ou en ciblant la sexualité, dont l'agression sexuelle. Cette notion s'entend également de toute autre inconduite qui se manifeste notamment par des gestes, paroles, comportements ou attitudes à connotation sexuelle non désirée, incluant celles relatives aux diversités sexuelles ou de genre, et exprimées directement ou indirectement, y compris par un moyen technologique. Donc, vous voyez que j'ai mis certains termes en gras, et on y reviendra tout au long de la présentation. Donc, je continue. Ça, c'était la loi que le gouvernement du Québec a édictée. Maintenant, on passe à une définition institutionnelle, donc la politique 16 de l'UQAM, qui est l'université qui est la mienne, et puis qui est une université qui a adopté une définition qui me semble intéressante, un travail d'assez longue haleine, on va dire. Alors, il s'agit de comportements, de propos, d'attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. Et les violences sexuelles peuvent se manifester par un geste unique ou s'inscrire dans un continuum de manifestations et peuvent comprendre la manipulation, l'intimidation, le chantage, la menace implicite ou explicite, la contrainte ou l'usage de force. Alors, je passe très rapidement, je vous ai indiqué les différents types de manifestations que ça peut inclure, cette définition-là. Je ne les discute pas du tout en détail aujourd'hui. Ça illustre les propos que sur lesquels je vais revenir, donc relativement à la variété, à la diversité des gestes qui peuvent être qualifiés de violences à caractère sexuel. Alors, ce qu'il faut retenir quand même, vous voyez ici, il y avait toutes sortes de gestes impliqués. Il faut quand même se dire que c'est la multiplicité des catégories qui sont en présence, des catégories de violences sexuelles, et aussi la multiplicité des terminologies, des vocabulaires auxquels je faisais référence tout à l'heure, ça rend quasi impossible la prise en compte de l'ensemble des manifestations, des dimensions de ce problème-là dans une même étude, dans une même politique ou dans un même plan d'intervention, en fait. Alors, typiquement, en recherche ou au niveau politique, on va surtout s'intéresser aux expressions, disons, classiques de la violence sexuelle, comme les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel. Mais néanmoins, il y a ce que montrent les définitions de la loi 22.1, de la politique 16, c'est qu'il y a quand même, et il y a plusieurs travaux aussi de recherche qui exposent des phénomènes autres que ces expressions classiques-là, et qui vont exposer des phénomènes d'émergence plus récentes ou de conceptualisation plus récente, comme un ensemble de violences sexuelles qui sont dématérialisées, en fait, qui sont basées sur la création et le partage d'images non autorisées et facilitées par la technologie numérique. Alors, pour en arriver à ce que l'enquête SIMU donne à voir,
Donc, on s'était doté d'une conception de la violence sexuelle justement inclusive de toutes ces manifestations, donc des définitions inspirées par la théorie féministe, et en phase avec aussi la définition des CDC, c'est-à-dire les Centers for Disease Control and Prevention, dont la mission est d'orienter les actions de santé publique aux États-Unis. C'est une définition qui est très souvent mobilisée dans le domaine. Alors, l'enquête ESIMU, elle s'est intéressée aux manifestations de violences sexuelles en milieu universitaire, qui étaient vécues par l'ensemble des membres de la communauté, c'est-à-dire à la fois la population étudiante et les employés. Typiquement, les études ne s'intéressaient qu'aux violences sexuelles sur les campus, dans la population étudiante. Nous, on a tenu à interroger aussi les employés, les personnels qui soient enseignants ou autres, et des violences qui sont commises non seulement sur les campus, mais aussi les activités universitaires qui ont lieu à l'extérieur des murs de l'université. Donc, par exemple, des lancements de recherche, des conférences, des activités étudiantes en lien avec les assos, bon, etc. Et puis, enfin, on s'intéressait à ces violences-là qui étaient commises par une personne qui est affiliée à la même université. On a donc élaboré un instrument de mesure qui visait à répertorier les événements de violences sexuelles vécus en milieu universitaire et leur contexte, notamment, enfin, toute une série d'informations. Et on a, cet instrument de mesure comprend 3 grandes catégories. À noter que c'était inspiré par des travaux antérieurs de chercheurs aux États-Unis notamment, et puis que je pense que la recherche pièce au niveau collégial utilise les mêmes catégories. Donc évidemment, ce sont des catégories analytiques qui n'étaient pas stipulées, formulées comme telles dans le questionnaire qui était donné aux participantes et aux participants. Donc, ça distingue ces 3 grandes catégories-là, le harcèlement sexuel, les comportements sexuels non désirés, la coercition sexuelle. Je vous mets, disons, après cette diapo, ouais, je vous mets des exemples pour que vous compreniez le genre de comportements qui sont à l'œuvre, mais je ne vais pas les lire ou les discuter. Vous les aurez donc en référence dans ce diaporama. Ce que ça montre, ces statistiques-là, c'est un paquet de choses, mais je vous invite j'attire votre attention sur les 2 pastilles à droite de votre écran, là, les pastilles noires et bleues, qui montrent justement le caractère fréquent et répété de la VSMU. Donc, dans l'échantillon de l'enquête, c'est 9284 participantes et participants, donc des étudiants et des employés. Il y en a 36,9 qui a indiqué avoir vécu au moins une situation de harcèlement sexuel, de comportement sexuel non désiré ou de coercition sexuelle par une autre personne affiliée à leur université, et ce, depuis un temps court dans la dernière année ou depuis un temps long au cours depuis qu'elles étudient ou qu'elles travaillent à l'université. Et ce que ça donne à voir, ces statistiques-là, c'est que donc, les commentaires harcelants à connotation sexuelle, toujours, se produisent plus souvent que des attaques physiques, ce qui est concordant avec les données sur la violence sexuelle dans différents milieux. Et la pastille bleue montre la co-occurrence, le fait qu'il y ait plusieurs formes de violence sexuelle qui se produisent dans le vécu d'une personne, puisque 41,8% a vécu sur les 430 personnes qui ont répondu, là, il y en a 41,8% qui a vécu 2 ou 3 formes. Alors, plutôt vers la fin, on va revenir sur cet aspect-là du problème.
qui se produit dans une multiplicité de contextes. Hein. Je ne commente pas l'ensemble des contextes, encore une fois, je vous laisse ces résultats à titre référentiel. On a déboulonné un certain nombre d'idées préconçues, par exemple que c'était les initiations qui posaient problème. Donc là, on voit que c'est 47,4% des situations en haut, là, c'est lors d'une fête, d'un 5 à 7, mais d'une activité sociale, mais ça n'inclut pas les initiations, qui comptent pour 12%, en fait, qui sont plus basses dans le tableau, et qu'une large part aussi, c'est dans les activités liées aux études. Donc, le petit dessin à gauche de l'écran répertorie, c'est la majorité des situations. Et les résultats confirment les groupes qui sont plus à risque, hein, de subir des violences sexuelles en milieu universitaire. Donc, le groupe des femmes, les personnes qui s'identifient comme on va dire dans la catégorie des minorités sexuelles ou des minorités de genre, et les individus qui ont déclaré avoir un handicap ou vivre avec un problème de santé. Ça, ce sont les personnes qui sont surreprésentées dans les résultats des CIMU. Il y a donc une importante victimisation parmi la population étudiante, mais on voit que les personnels ne sont pas épargnés par la violence sexuelle en milieu universitaire. Parmi les 2730 personnes qui travaillaient dans l'une des 6 universités qui étaient à l'étude et qui ont participé à l'enquête, donc on voit les statistiques pour chacune des 3 catégories de harcèlement sexuel, de comportement sexuel non désiré, de coercition sexuelle. Hein, et ce qu'il faut retenir, à part bon, évidemment la fréquence, etc., c'est que ce sont, pour ce qui concerne les employés, ce sont des personnes, des violences qui sont souvent exercées par une personne de statut hiérarchique supérieur à la victime. Donc, un dernier aspect que je commenterai en termes de la recherche et CIMU, c'est évidemment cette problématique qu'un grand nombre de victimes gardent le silence. Hein. En fait, une personne sur 3 n'a pas dévoilé à quiconque, et 9 personnes sur 10 n'ont pas dénoncé aux instances de l'université. C'est pourquoi on peut considérer que bon, ça pose toutes sortes de problèmes, mais on peut considérer déjà d'emblée que les cas de violences sexuelles en milieu universitaire, ou plus largement de violences sexuelles qui sont signalées aux autorités, représentent la pointe de l'iceberg, d'autant plus que certaines manifestations de violence peuvent être laissées dans l'ombre quand elles n'impliquent pas d'attouchement ou de contact physique. Plusieurs comportements donc, peuvent ne pas être identifiés par les personnes qui les vivent comme étant violents, alors qu'ils correspondent à la définition de la violence sexuelle telle qu'on l'a vue antérieurement. Bon, et pourquoi ces personnes-là n'identifient pas ce qu'elles ont vécu comme de la violence sexuelle? Eh bien, ça fait référence à ce qu'on appelle les mythes sur le viol. Donc, je vous renvoie à l'importante littérature sur cette notion-là. Et je vous renvoie aussi aux travaux de ma collègue Catherine Rousseau, qui a davantage creusé ce qu'on appelle le labeling. Hein, c'est cet enjeu de la qualification par les victimes, et qui contribue à éclairer notamment comment l'intériorisation de représentations erronées ou sexistes peut avoir un impact sur la perception des victimes et les empêcher de reconnaître le caractère violent ou à tout le moins inapproprié des actes vécus et commis. Et bien sûr, parmi les pistes explicatives de ce silence, comme des difficultés à reconnaître la violence sexuelle,
parmi ces pistes explicatives ou analytiques, on retrouve les enjeux de nature structurelle, évidemment, en lien avec les rapports de pouvoir et les inégalités sociales. Ce qui m'amène à la deuxième partie de la présentation. Je veux quand même, pour synthétiser un peu, souligner que le portrait statistique qui est fourni par l'enquête, par les résultats de recherche de ESIMU, mais aussi par d'autres recherches et par la recherche PIES en milieu collégial, ça contredit une croyance populaire depuis longtemps combattue par les féministes, notamment, selon laquelle la violence sexuelle, c'est un phénomène marginal. Les données, elles confirment la fréquence, la présence de la violence sexuelle et la pertinence de concevoir ce problème avec un cadrage féministe systémique et selon ce qu'on appelle un continuum. Le concept on va voir tout de suite après. Donc, ça appelle une approche théorique, cette problématique, qui va favoriser la mise en lumière du caractère répréhensible des comportements qui sont par ailleurs socialement banalisés, bien souvent, minimisés, tant par les agresseurs que par les victimes et l'ensemble de la société. Donc, un cadrage sociopolitique du problème de la violence sexuelle en milieu d'enseignement supérieur, ça nous permet de reconnaître l'école, tout niveau confondu d'ailleurs, depuis l'enfance, comme un lieu de reproduction des inégalités sociales. Donc, il y a beaucoup de travaux qui portent là-dessus. C'est un lieu de reproduction des inégalités sociales dans le contexte néolibéral actuel sur lequel je n'ai pas le temps de m'attarder en particulier, mais c'est un contexte qui est marqué notamment par le déclin du financement public de l'enseignement supérieur, la corporatisation accrue des universités, où il existe un risque réel que les administrations et les élus politiques choisissent des solutions rapides pour satisfaire un agenda politique ou pour améliorer une image publique, plutôt que de prendre des décisions motivées et fondées sur l'expertise des personnes chercheuses, des survivantes, des militantes, des travailleuses. Et donc, bon, j'arrête là. Je pourrais, il y en aurait long à dire. Donc, l'université, en somme, c'est un lieu, un espace social où les relations entre les individus et entre les groupes d'individus sont structurellement hiérarchisées. Il y a des relations d'autorité, donc qui sont spécifiques à ce milieu, un milieu d'études et de travail, qui est fréquenté par des personnes d'âge et de fonction et de statut hétérogènes. Et il y a donc, par exemple, une relation d'autorité entre le personnel enseignant et le corps étudiant. Il y a une dynamique inégale qui peut vulnérabiliser les étudiantes et étudiants à des abus de pouvoir, voire à des violences sexuelles. Et il y a cet espace aussi, ces espaces d'enseignement supérieur, évidemment, ils sont marqués par des rapports de pouvoir sociétaux qui incluent le sexisme et le système de genre, ce qu'on appelle l'hétéronormativité, et le racisme, le colonialisme, le capacitisme, etc. Tout ça réfère à ce qu'on conceptualise parfois en termes d'intersection des oppressions ou d'intersectionnalité. Donc, la violence sexuelle en milieu universitaire, ça s'inscrit dans un contexte plus large d'abord de sexisme systémique et d'inégalité entre les genres,
Et on peut remarquer que c'est malgré une relative féminisation de l'université, hein, une féminisation qui, du reste, au Québec comme ailleurs, s'effectue essentiellement depuis les échelons inférieurs. Mais donc, les milieux d'enseignement supérieur et de la recherche sont considérés comme un lieu de reproduction du genre, un espace qui va maintenir globalement les hommes dans une position dominante. Et cette dimension structurelle-là, elle s'avère d'autant plus complexe à prendre en compte que, outre le genre, il y a d'autres systèmes de division des hiérarchies qui induisent d'importantes variations dans l'expérience de la violence relativement aux inégalités socio-économiques et au racisme, au colonialisme, enfin au rapport de pouvoir que j'évoque ici. Et je souligne aussi que l'âge doit aussi être envisagé comme une variable importante dans ce rapport hiérarchique, ces rapports hiérarchiques à l'université, mais aussi dans les violences sexuelles en milieu d'enseignement supérieur ou dans le reste de la société. Les jeunes sont surreprésentés, particulièrement les jeunes femmes et minorités sexuelles et de genre. Donc, toutes ces décennies de lutte, de revendication, à l'interne comme à l'externe, n'empêchent pas encore que des inégalités systémiques persistent dans les enseignements supérieurs et placent certains groupes sociaux plus à risque de la subir. Donc, un cadre d'analyse sociopolitique qui reconnaît ces dynamiques implique de tenir à distance des lectures dépolitisées, des lectures individualisantes sur la sécurité, sur le climat, sur les campus, comme on a pu le lire, ou en matière de gestion des risques. Un cadre d'analyse sociopolitique va permettre aussi de dépasser ce que j'appelle le discours des pommes pourries, c'est-à-dire une approche en termes de cas isolés. Hein. Ce qui est important de saisir, c'est que le problème de la violence sexuelle n'est en l'occurrence dans les universités ou sur les campus, il ne peut pas seulement être associé à un employé ou à un étudiant, à un individu, autrement dit, notamment qui aurait des problèmes psychologiques, mais ça doit être compris comme un problème dans l'organisation elle-même et plus largement dans la société. Et justement, sur ce point, ces dernières années, la notion de culture du viol apparaît souvent dans les mobilisations sociales, mais aussi dans les écrits spécialisés ou institutionnels, pour caractériser un environnement social qui tend à banaliser, à normaliser et donc à perpétuer ces violences sexuelles. Je vous ai mis un extrait d'une infographie qu'on a fait avec la chaire sur culture du viol et milieu universitaire. Cet environnement dans lequel tout le monde baigne et qu'à des degrés divers, consciemment ou non, tout le monde reproduit, incluant les femmes et les autres groupes minorisés, à leur détriment d'ailleurs. Mais c'est ce qui fait que, notamment, on a de la difficulté à reconnaître la violence sexuelle comme de la violence et ce qu'elle soit vécue ou qu'elle soit exercée. Donc, c'est des phénomènes qu'on peut qualifier de normalisation aussi. Hein. C'est des processus qui sont complexes, historiques et qui font que des comportements deviennent banalisés jusqu'à devenir tolérés socialement ou alors, comme j'ai pu l'écrire, que l'anormal devient la norme en fait, hein, c'est-à-dire le quotidien par exemple celui des femmes. L'analyse des données, que ce soit celle des CIMU ou d'autres recherches, elles mettent en lumière ces processus-là de banalisation, de normalisation, et qui renvoient donc à l'intériorisation des mythes, comme je l'ai évoqué, et qui tendent aussi à responsabiliser
à culpabiliser les victimes. Donc ça, c'est une notion qui est importante dans cette idée de culture du viol. Donc, une réponse sociale qui tend à blâmer les victimes pour les violences qu'elles subissent et tend à placer la responsabilité de la prévention sur les victimes potentielles. Donc ça, c'est là où on voit maintenant des mesures de prévention qui sont plus, qui essaient de sensibiliser aussi à l'importance de mettre le poids de la prévention sur les garçons, par exemple. Donc là, c'est une tendance qui est associée à ce qu'on appelle le slut shaming, parfois traduit par humiliation des salopes. Bon, honnêtement, je n'ai jamais entendu personne dire ce terme en français dans la vie quotidienne et même dans les recherches. Le slut shaming, c'est un terme qui renvoie à la stigmatisation du comportement des femmes, bien souvent, de sorte que l'attention, elle reste concentrée sur les agissements de la victime plutôt que sur ceux de l'agresseur ou sur les rapports de pouvoir explicatifs de la violence sexuelle. Il y a, comme on a vu, la culture du viol, c'est une culture de silence. On a vu le problème du silence, et la culture du viol, c'est une culture du silence. Hein. On a vu que 90% des victimes ne signalaient pas les événements de violence sexuelle. Et c'est un silence qui est rendu possible par la culpabilisation des victimes. Donc, cette culture du viol, elle opère une sorte de retournement. Non, c'est une sorte de retournement par lequel, eh bien, ce sont les victimes qui sont responsabilisées. Et par exemple, on a vu au Québec une intensification de l'attention accordée à la violence sexuelle en milieu universitaire avec les agressions sexuelles qui ont été commises contre des femmes dans les résidences étudiantes de l'Université Laval dans la nuit du 14 au 15 octobre 2016. Et à ce moment-là, l'administration de l'Université Laval avait été critiquée pour la décision initiale du recteur de garder le silence, puis d'envoyer un message à la communauté étudiante vivant sur le campus, dans les résidences, pour leur rappeler l'importance de fermer les portes de leur chambre. Ce qui a été perçu comme du victim blaming, c'est qu'on voit sur la photo, dans le diaporama, ce n'est pas une question de serrure, les violences sexuelles en milieu universitaire. Donc, ces événements, cette réaction de l'administration, les mobilisations sociales qu'ils ont provoquées ont généré une importante couverture médiatique qui a propulsé la notion de culture du viol dans une conversation à l'échelle du Québec. Et d'ailleurs, dans l'urgence de cette actualité, l'ancienne ministre responsable de l'enseignement supérieur, Hélène David, a amorcé les consultations qui ont mené à l'adoption de la loi 22.1. Un autre concept qui s'arrime très bien à une approche féministe systémique ou en termes de culture du viol, c'est celui de continuum de la violence sexuelle. C'est une approche qui a été proposée par Liz Carley, une sociologue britannique dans les années 80, proposée ou développée, parce que ça existait, il était déjà question d'un continuum de violence, mais c'est véritablement elle qui a développé cette approche pour la violence sexuelle et la violence faite aux femmes en particulier. Donc, il souligne cette approche-là que plusieurs formes de violence se côtoient, peuvent conduire de l'une à l'autre ou encore coexister. Hein? Donc, ça reconnaît que les femmes et les autres groupes minorisés éventuellement subissent de la violence sexuelle dans plusieurs sphères de leur vie, que ça va de ce que les collègues Savoie et collègues ont qualifié de violence sexuelle ordinaire à des formes de violence qui sont catégorisées comme des infractions criminelles. Et ça souligne que cette violence-là, elle est partout, elle est en amont, elle est en aval et qu'elle a un effet cumulatif sur les victimes. En somme,
c'est une approche qui met en relief la variété, la répétition des situations vécues par les personnes qui sont les cibles de la violence masculine patriarcale, et d'autant plus qu'elle s'avère teintée généralement par d'autres formes de violence à consonance raciste, colonialiste, hétérosexiste, classiste, capacitiste, etc. Donc vraiment, ce qui est important pour comprendre ce continuum, c'est de tenir compte des autres rapports de pouvoir qui, outre le genre, qui vont s'entrecroiser et qui modulent l'exposition, c'est-à-dire le risque, et le vécu de la violence sexuelle. Et j'ajouterais aussi que cette approche en termes de continuum, ça évite aussi de poser des jugements qui sont parfois informés par le sens commun ou qui sont un peu ostentatoires sur la gravité des événements. Penser en termes de continuum, ça nous amène à remettre en question la catégorisation comme par rapport aux catégories légales, par exemple, mais leur compréhension aussi, notamment pour déterminer ce qui constitue de la violence ou pas de la violence. Alors, je m'amène vers la fin, désolée du rythme effréné et peut-être un peu hésitant parfois. J'ai 2 écrans, j'essaye de suivre comme un pilote d'avion 747. Je voudrais quand même dire, pour conclure, ceci, c'est que selon moi, cette approche du continuum, je disais, qui a été développée dans les années 80, particulièrement par Kelly, mais qui est très utilisée et discutée, actualisée par des travaux tout à fait récents. L'enquête et Simule, par exemple, mobilise cette approche-là. Et puis, la plupart des acteurs politiques dans le mouvement des femmes, par exemple, le mobilisent aussi. Et que ça engage vraiment, à mon sens, une réflexion, comme je l'ai écrit sur le diaporama, sur la minorisation des inconduites, entre guillemets, qui n'impliquent pas de contact physique ou de brutalité, mais qui vont quand même déjà poser problème, mais aussi qui relèvent de comportements qui sont répréhensibles au sens de la loi 22.1 et des politiques comme la politique 16 à l'UQAM, donc des politiques institutionnelles. Donc c'est cette idée-là que essaye de montrer c'est tout un tas de travaux, mais des schémas qui parlent parfois mieux. C'est qu'au-delà des manifestations directes de la violence, il y a des comportements, d'une part, qui sont indirects parce qu'ils n'impliquent pas de contact, de brutalité, ils sont par la voie numérique, par le biais des technologies, comme on l'a évoqué. Non seulement il y a ces comportements-là sans contact, etc., mais il y a aussi toute la dimension de la violence induites par les rapports de pouvoir, par les relations d'autorité, qui sont des formes de violence qui ont des conséquences matérielles très concrètes, mais qui sont bien souvent invisibles. Donc, à la fois au niveau individuel et au niveau structurel, il y a cette violence indirecte. Même si c'est important de reconnaître que c'est une violence qui se propage beaucoup par les idées, auxquelles une société, auxquelles des individus adhèrent, parfois même sans s'en rendre compte, mais que ces dynamiques-là, elles ont des conséquences concrètes, très matérielles, et qui se traduisent par de la précarité, par un manque de liberté, etc. Donc, des idées, des dynamiques, des rapports de pouvoir qui sont préjudiciables aux victimes, qui garantissent, faut-il le rappeler, l'impunité aux agresseurs et qui contribuent ultimement à ce que les statistiques soient aussi élevées. D'où l'importance de s'intéresser à
ces phénomènes-là dans toute leur complexité et avec un cadre d'analyse large, une définition inclusive de la violence sexuelle. Alors, j'espère avoir été claire dans cet objectif-là. Et je rappelle que j'ai mis les références à la fin de ma présentation. Et s'il y a des éléments sur lesquels vous voulez revenir dans la période de questions, ça va me faire plaisir. Merci. Donc, un grand merci pour la présentation. On va maintenant passer à la période de questions. J'ai déjà là, quelques questions dans la boîte de questions-réponses, mais si jamais il y en a d'autres qui s'ajoutent, n'hésitez pas à les écrire. Là, c'est le petit bouton Q&R au bas de votre écran. Si jamais ce n'est pas possible de répondre à toutes les questions, on pourra, là, si vous affichez votre nom, vous contacter pour vous acheminer une réponse suite à la présentation. Donc, la première question... Je peux enlever j'enlève la diapo ou je fais quoi, moi? Ah, vous pouvez arrêter le partage d'écran, oui. Super. Donc, la première question que j'ai ici, c'est qu'est-ce que vous entendez par le capacitisme? Ah, c'est les rapports de pouvoir qui font en sorte que la norme dominante, c'est une norme établie sur un corps, disons, qui est performant, on va dire ça comme ça. Donc, c'est traduit un rapport de pouvoir contre les personnes qui souffrent qui vivent avec un handicap ou qui souffrent d'un problème de santé, par exemple un déficit d'attention, etc. Super. Donc, la deuxième question, je lis ces temps-ci beaucoup de textes, d'articles qui se concentrent sur la victimisation et qui font notamment le lien entre la consommation d'alcool des victimes et les autres caractéristiques et les violences sexuelles en milieu d'enseignement supérieur. Je me suis fait la réflexion que ce type de travaux contribue à responsabiliser les victimes, qu'il serait peut-être pertinent de s'intéresser aux personnes qui agressent plutôt qu'aux victimes survivantes et à leurs caractéristiques. Qu'en pensez-vous? Bien d'accord. Il y a des, il y a des liens entre la consommation d'alcool ou d'autres substances, mais qui ne peuvent pas être considérés comme des facteurs explicatifs. Je ne peux rien ajouter plus qu'à ça. Super. On a une question aussi qui est très d'actualité en lien avec la pandémie. Donc, est-ce qu'on peut penser que les violences sexuelles en milieu d'enseignement supérieur, est-ce qu'elles augmentent ou est-ce qu'elles diminuent en contexte de pandémie et de COVID-19? Ce que j'entends, évidemment, nous, on ne sait pas l'équipe SIMU, ni même, je pense, la chaire. On n'a pas mené de recherche là-dessus. Ce que j'entends de différents groupes de femmes, comme l'ère des centres de femmes, les maisons d'hébergement, etc., c'est que la pandémie, non seulement creuse les inégalités sociales, ça, c'est pas surprenant avec considérant les enjeux économiques, etc., mais ça donc augmente la précarité des femmes, mais ça a un impact en termes de dégradation de la santé mentale, qui a une incidence probable sur les situations de violence. Est-ce que la situation de confinement, d'isolement social, une surprésence possible dans l'univers numérique, ça peut avoir un impact par rapport à d'autres types de violences qu'en milieu universitaire ou collégial. C'est possible. Donc, autrement dit, est-ce qu'il y a une violence accrue dans la famille, dans la sphère privée, donc dans le couple? Est-ce que à cause de la précarité, les gens sont amenés à accepter, à céder à des pressions, à accepter des comportements? Je pense que c'est possible. J'ai d'ailleurs
reçu hier les résultats d'une enquête en cours par l'organisation MeToo aux États-Unis, qui visait à mesurer l'impact de la COVID sur les personnes survivantes racisées. Elles utilisent le terme Survivors of Color. Et les résultats préliminaires indiquent que les personnes survivantes racisées donc, sont particulièrement à risque de vivre de la précarité et socio-économique en lien avec l'accès à la nourriture, à un toit, à l'hébergement durant la pandémie. Donc, insécurité financière plus importante parmi les personnes noires, qu'il y a des enjeux en termes de mettre un terme aux études en enseignement supérieur à cause de cette pandémie. Et c'est particulièrement vrai des personnes qui ont eu qui ont une précarité économique, mais aussi qui ont vécu de la violence sexuelle. Donc, oui, je pense qu'il va falloir peut-être s'intéresser à cette problématique-là, sous cet angle. Excellent. J'ai une dernière question. On a encore le temps là, pour une ou deux questions. Est-ce que vous pouvez revenir sur la violence sexuelle sans contact physique? En fait, je pense que dans la présentation, j'ai beaucoup mis l'accent sur les formes indirectes. On a vu aussi que il y a des commentaires, il y a les problèmes de ce qu'on appelle la violence sexuelle facilitée par la technologie. Il y a ce qui concerne les rapports de pouvoir. Bref, l'essentiel du propos sur lequel je voulais attirer l'attention, c'est de mettre à distance des approches restrictives, des conceptions restrictives de la violence et de la violence sexuelle en particulier, mais c'est valable aussi pour d'autres formes de violence. Et ça fait écho à des débats très anciens, en fait, notamment en sociologie, disons en sciences sociales, qui voient des chercheurs, des intellectuels débattre sur qu'est-ce qui devrait être considéré comme de la violence ou pas. Est-ce que les atteintes à la dignité, est-ce que c'est le dénigrement, est-ce que envoyer une photo de son pénis non sollicité, est-ce que prendre une photo, ce qu'on appelle le upskirting, c'est prendre une photo sous la jupe des femmes dans les lieux publics sans leur consentement, évidemment, et la diffuser. Ça, c'est une forme émergente de violence sexuelle à laquelle j'ai pu faire référence en contexte numérique. Il y a tout ce qui concerne le revenge porn, hein, le fait de se venger d'une ancienne copine conjointe en envoyant des images intimes dans l'espace public sans son consentement. Fait que, bref, tout ça, ça élargit ce qu'on peut considérer comme étant de la violence. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça, puisqu'il y a des perspectives là, qui vont insister pour qu'on garde le cap sur l'atteinte au corps, à la physicalité. Donc voilà, c'est des débats vraiment que moi je trouve très intéressants et qui sont surtout très importants pour la prévention et pour la sanction aussi de ces violences-là. Donc, merci. Malheureusement, s'il nous reste une dernière minute, là, donc c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui pour les questions. Un grand merci de votre participation, de votre présence au webinaire. J'espère que ça aura été un moment qui a été engageant, qui a été stimulant pour tout le monde. Petit rappel que l'enregistrement va être disponible sur notre site web d'ici quelques jours. Vous allez trouver là, dans la boîte de conversation le lien que je viens d'envoyer, qui est le formulaire d'évaluation du webinaire. Donc, je vous remercie là, de prendre le temps de remplir le tout en quittant. Si jamais vous voulez rester au courant du projet, vous pouvez rester en contact avec nous par les médias sociaux. Le nom de l'organisation est Possibility Seeds, donc sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Et merci beaucoup tout le monde encore une fois. Et on se retrouve avec plaisir au prochain webinaire.